Chers auditeurs, me revoilà, Jenna. Nous allons continuer sur notre lancée avec les inventeurs noirs, découvertes et contributions des Noirs. Parce que vous devez savoir que les Noirs ont joué un rôle primordial, majeur dans les découvertes, et cela depuis l'Antiquité. Alors, ces découvertes sont consacrées déjà dans les papyrus, hein, et aussi, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle Kotsana, Kotsanas, / Ektemata, Ekthemata. Alors, ce site parle des inventions faites par les Noirs, mais depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous invite très vivement à y aller et je vous invite aussi à écouter mes vidéos précédentes parce que cette vidéo, c'est la quatrième que je fais, enfin la suite, hein, c'est la quatrième partie des inventeurs noirs. Alors, je vais quand même vous dire, les historiens de Codéum honnêtes ont attribué à l'Égypte antique l'invention des disciplines de l'astronomie, l'architecture, la physique, les mathématiques, la géométrie, la philosophie, l'architecture, etc. Alors, je vous avais parlé la dernière fois des prothèses, parce qu'il faut savoir que les prothèses existaient déjà en Égypte antique. Vous avez l'exemple de plombage de dents. Vous avez ici comme vous le voyez, hein, vous voyez un peu que les leucodermes ont copié, n'ont rien fait d'autre que copier nos connaissances. Vous voyez là, tout d'abord en premier lieu, c'était Isis avec son fils Horus, et on a pris modèle d'Isis avec son fils Horus pour créer la Vierge et son fils. Alors, au début, la Vierge, il a représenté basanée. Ensuite, ils l'ont faite blanche, blonde avec des yeux bleus. C'est un peu comique. Alors que la Vierge, dans la réalité, elle existait, la Vierge Marie, mais elle était noire. Et Jésus aussi, de ce fait, était noir. Là, vous voyez l'original, hein, et là, la copie, encore originale, et là, voilà encore la copie. Voilà, vous voyez toujours sur une gravure d'Égypte ancienne, vous voyez un peu les originaux, là, copie, original, copie, original, copie, original, copie. Voilà un peu la lampe. Il faut savoir que l'électricité existait, parce que les pyramides étaient des centrales d'énergie qui généraient de l'électricité grâce aux cours d'eau qui passaient sous les pyramides, parce qu'à cette époque, le Sahara était vert. Voilà. Alors, je vais vous lire quelque chose. L'histoire vous raconte que l'inventeur blanc Thomas Edison dépose un brevet pour une ampoule électrique le 22 octobre 1897. Il réussit l'exploit de produire de l'électricité. Il met dans un globe de verre un filament de bambou qu'il fait chauffer par 2 bornes électriques. C'est une première mondiale. Mais en 1882, l'inventeur noir Louis Latimer remplace ce filament de bambou par un filament de carbone, donnant une lumière incandescente et une électricité durable. Mais regardez bien l'image, regardez. Ci-dessus, d'une ampoule inventée par les Égyptiens anciens il y a plusieurs millénaires. Thomas Edison aurait-il copié cette invention? Parce que les inventeurs, entre guillemets inventeurs, hein, ont beaucoup copié ce que les Égyptiens anciens avaient déjà fabriqué, avaient déjà inventé, pardon. Alors, les mathématiques. Passons maintenant aux mathématiques, l'origine des mathématiques. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter l'os de Lebombo, est daté entre 44 200 et 43 000 ans par datation au carbone 14. L'os de Lebombo est un péroné de babouin daté
du Paléolithique supérieur portant 29 encoches. C'est le plus ancien bâton de comptage qui nous soit parvenu. Il fut trouvé dans la grotte de la frontière, bord de Cave, un abri sous roche situé sur les pentes occidentales des monts Lebombo dans le KwaZulu-Natal, près de la frontière entre l'Afrique du Sud et le Swaziland. Alors voilà comment se présente l'os de Lebombo. Vous avez ensuite les os d'Ishango, qui sont au nombre de 4, également appelés bâtons d'Ishango. Ce sont des artefacts archéologiques découverts au Congo et datés de peut-être 20 000 ans. Selon certains auteurs, il pourrait s'agir de la plus ancienne attestation de la pratique de l'arithmétique dans l'histoire de l'humanité. Ils ont été en premier lieu considérés comme des bâtons de comptage. Puis quelques scientifiques ont avancé l'idée qu'il s'agirait d'une compréhension bien plus avancée que le simple comptage. Cette thèse est rejetée par d'autres spécialistes. Alors voilà l'os d'Ishango. On continue avec l'écriture. Alors, les hiéroglyphes égyptiens sont un système d'écriture figurative, c'est-à-dire que les sons et les mots étaient représentés par des dessins. Ils sont apparus à la fin du 4e millénaire avant notre ère en Haute-Égypte. Haute-Égypte, j'ai dit. L'écriture hiéroglyphe est utilisée jusqu'à l'époque romaine, soit pendant plus de 3000 ans. Voilà les hiéroglyphes, comme je vous dis bien, les hiéroglyphes. Alors, qu'est-ce qui est le plus ancien, le cunéiforme ou les hiéroglyphes? Alors, l'écriture cunéiforme, voilà, elle est caractérisée par ses marques en forme de coin sur des tablettes d'argile. Elle est la plus ancienne forme d'écriture au monde, apparaissant même, selon certains, avant les hiéroglyphes. Alors voilà, l'écriture cunéiforme. Alors maintenant, nous allons dire deux mots sur l'énergie. Alors Albert Einstein disait, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein nous parle d'énergie et comment tout est relié. En ayant prononcé cette phrase que je viens de citer, Einstein a enfoncé une porte ouverte, car les Égyptiens anciens savaient cela déjà. Ils pratiquaient la médecine énergétique, connaissaient les chakras qui sont les portes d'entrée de l'énergie dans notre corps. Ils savaient que santé physique et santé émotionnelle étaient intimement imbriquées et dépendantes l'une de l'autre. Concernant la relativité, Einstein a été précédé de Galilée, physicien du XVIe siècle qui a très probablement puisé ses connaissances auprès des Égyptiens qui étaient de grands physiciens mathématiciens. Nous continuons. Voyons maintenant la charte Mandingue, qui est la première déclaration des droits humains au monde. Elle a été mise sur écrit en 1222. Elle était orale. Alors voilà la charte du Mandingue. Alors c'est du Mali, à vrai dire en africain. Alors c'est la première constitution au monde dont s'est inspirée la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Les droits de l'homme, dont la France fait l'apanage en s'étant autodéclaré le pays des droits de l'homme, n'ont pas été découverts par les Français, mais existaient déjà en Afrique. Les civilisations africaines étant fondées sur le respect de la vie humaine, animale, végétale. Quand je dis végétale, je pense aux arbres et aux plantes, et aussi minérale, la paix, la justice, la vérité, l'équité. Les Africains pensaient que tout est animé de l'esprit de Dieu qu'ils vénéraient et auquel ils vouaient le plus grand respect. Ces principes existaient en Égypte à travers la math qui signifie paix, justice, vérité, équité. Au siècle dit des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, les Européens n'ont fait que reprendre ces principes
afin que leur élite minoritaire s'impose à la majorité par l'utilisation de la force et de la dissuasion accompagnant ces principes. Vous devez savoir que les prétendus créateurs des droits de l'homme se sont inspirés de la charte du Mandin. Mandin, c'est le Mali en Afrique. De la charte du Mandin issue de la tradition orale et qui est la première constitution du monde mise par écrit en 1222. Cette charte est appelée première déclaration de l'homme, bien avant celle de 1948 qui s'est inspirée d'elle. Elle est basée sur l'entente et la concorde, l'amour, la liberté et la fraternité. C'est en Afrique, dans l'empire du Mali au XIIe siècle, que ces mots sacrés retentirent. Dans la dite charte, des points tels que l'inviolabilité de la personne humaine, la paix sociale dans la diversité, l'éducation, la solidarité, l'intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l'abolition de l'esclavage, la liberté d'expression et d'entreprise y occupaient une place primordiale. Les pays européens se sont inspirés de cette charte pour créer la charte de l'ONU en 1945 et les diverses règles qui régissent leur pays. En 2009, la charte a été inscrite par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette charte a inspiré toute l'humanité, encore une preuve que les leucodèmes ont puisé dans nos textes pour élaborer leurs droits. Alors, je vais continuer maintenant. Je vais vous parler des châteaux forts. Vous avez déjà en Éthiopie, l'Éthiopie c'est en Afrique, le château fort de Gondar. Vous voyez bien, ça c'est un château fort qui se trouve au lieu dit Gondar en Éthiopie. Alors, les châteaux forts existaient déjà en Afrique, bien avant leur arrivée et construction en Europe. Donc, je vous rappelle que les premiers habitants de l'Europe, ce sont les Noirs qui sont arrivés d'Afrique de l'Est 55 000 ans avant Jésus-Christ, qui ont peuplé toute l'Europe jusqu'en Russie et jusqu'à dans les pays nordiques. Je vous invite à aller sur le site mélaninebénédiction.com, le chapitre les Noirs premiers européens. Vous avez les Noirs premiers européens, mais vous avez aussi les Noirs premiers européens 12 indices. Je continue. Les cathédrales, le style gothique et les châteaux. Je vous invite à voir le chapitre Les cathédrales. Alors effectivement, les Noirs qui s'étaient en Europe depuis 55 000 ans avant Jésus-Christ, ce sont les constructeurs, les bâtisseurs des cathédrales. Alors, allez sur le site mélaninebénédiction.com, article Les cathédrales, où vous avez davantage d'explications. Vous avez ici Notre-Dame de Paris, et aussi les cathédrales n'étaient pas construites n'importe comment, ni n'importe où. Les cathédrales étaient construites sur des vortex. C'était des endroits qui dégageaient une forte énergie positive. Là, vous avez Notre-Dame de Paris. C'était le style gothique. Cette cathédrale Notre-Dame de Paris, sa construction a duré 192 ans. Vous avez ici la cathédrale de Reims, toujours le style gothique. Vous voyez un peu la finesse du travail. Ce sont des cathédrales dont la construction a duré des dizaines d'années. Et vraiment, il faut beaucoup d'amour de la divinité Vierge Marie, parce qu'elles étaient dédiées à la Sainte Vierge, beaucoup de foi, de croyance, pour avoir construit ces cathédrales pendant tant de temps. Voilà, je continue. Alors, les cathédrales, les châteaux ont été construits par l'élite noire, qui était composée des rois et des nobles, et qui régnaient en Europe. Ils sont de grands chefs-d'œuvre, ces cathédrales sont de grands chefs-d'œuvre, les châteaux aussi. Témoignage de la présence de l'homme noir, de sa créativité, de sa forte spiritualité et de son savoir-faire sur le plan scientifique architectural. On peut se demander comment le leucodème barbare, peu croyant,
peu spirituel, aurait bâti avec tant de patience, de labeur, d'amour pendant des dizaines d'années, voire des siècles. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a duré 192 ans, la cathédrale de Beauvais 344 ans. Alors il faut dire évidemment qu'il y avait des, pardon, il y avait des arrêts dans la construction des cathédrales. Quand je dis 344 ans, mais pas de façon continue. Hein. Il y avait des moments où il n'y avait pas d'argent, donc il fallait arrêter la construction, au moment des guerres aussi. Mais toujours, il y avait cette reprise des constructions qui prouvait l'amour de de la divinité Vierge Marie et aussi la patience et le labeur aussi. Alors donc, ce sont des monuments à la gloire de Dieu et de divinité. Hein, oui, alors, on peut se demander, je disais, hein, comment le Nicodème barbare, peu croyant, peu spirituel, est bâti avec tant de patience, de labeur, d'amour pendant des dizaines d'années, voire des siècles, des monuments à la gloire de Dieu et de divinité sur lesquels il ne s'interrogerait pas. Les architectes ont développé de nouvelles solutions révolutionnaires pour simplifier et consolider les structures des cathédrales. L'introduction de l'ogive et des arcs boutants ou contreforts pour pouvoir répartir le poids du dôme sur les piliers de pierre massifs. Les nouvelles techniques de construction, style gothique, ont permis d'édifier d'immenses cathédrales lumineuses de hautes fenêtres, souvent ornées de vitraux somptueux et des flèches très élevées, décorées de peintures, de sculptures et de vitraux en verre coloré. Les cathédrales furent une grande source de fierté et de prestige pour les villes. Je rappelle que les Noirs sont venus d'Afrique en Europe 55 000 ans avant Jésus-Christ. Les Blancs venus du Caucase à partir de 370 après Jésus-Christ au XVIIIe siècle les ont éliminés et envoyés en servitude en Amérique du Nord. Mais ils demeurent. Hein? Ces Noirs demeurent à tout jamais dans le phénotype des Blancs européens actuels par le dominant noir. Le dominant noir, c'est quoi? Ce sont les cheveux et les yeux qui vont du brun le plus clair au noir et qui sont des signes de présence de mélanine dans les cheveux et les yeux. La mélanine est un pigment relevant de la race noire. Je vous invite d'ailleurs à visiter le chapitre Le dominant noir avec lequel les Blancs naissent dans le site mélaninebénédiction.com. Mélaninebénédiction.com. Lisez l'article Le dominant noir avec lequel les Blancs naissent. Je continue. La royauté, la noblesse, les titres de noblesse, roi, empereur, duc, comte, vicomte, les distinctions honorifiques sont d'origine noire depuis en Afrique, qui comptait de vastes royaumes ayant à leur tête des rois, des empereurs. Exemple, le royaume du Congo, du Mali, du Ghana, du Songhai, de Gao, d'Abomey, le royaume Zoulou, Aksum en Éthiopie, le royaume Ashanti, le royaume du Sahel, etc. En Europe, les personnages de la noblesse, la royauté étaient noirs avant leur extermination au XVIIIe siècle par les Blancs. Je continue. Voyons le Mont Charles, l'ascenseur. Alors, voyons l'invention d'une machine très utilisée de nos jours, l'ascenseur. Les leucodèmes attribuent à tort l'invention de l'ascenseur à l'américain Otis Elisha. Mais voyons l'invention progressive de cet appareil. Perfectionnement progressif. Alors, selon Wikipédia, la notion de Mont Charles hydraulique est connue au travers de Ctésibios d'Alexandrie, ingénieur égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'il n'a que 16 ans, il invente une sorte de Mont Charles pour monter ou descendre des tables qui fonctionnent grâce à de l'eau sous pression. La pompe à piston, qui reste encore de nos jours un système simple et efficace pour obtenir un débit quasi constant et une forte pression, est une de ces inventions qui a eu le plus d'impact par ses nombreux usages.
Une autre invention admirable de Ctesibios est celle de l'orgue hydraulique, le premier orgue de l'histoire. Je continue sur l'ascenseur. En 236 avant Jésus-Christ, Vitruve, architecte roumain, a décrit un appareil élévateur actionné par un treuil à bras dont l'inventeur serait Archimède. Voyons les chaises volantes du château de Versailles. En 1743, le premier machiniste du roi Louis XV, Blaise-Henri Arnoux, fabriqua une chaise volante équipée au moyen de contrepoids que l'occupant pouvait faire monter ou descendre par sa propre force en tirant sur une corde. Je continue. Premier ascenseur public à Londres en 1829. Le premier ascenseur mécanique à usage public est construit à Londres dans le Coliseum de Regent Park. Limiteur de vitesse par l'américain Elisha Otis. En 1852, Elisha Otis dota l'ascenseur d'un système de limiteur de vitesse, déclenchant un système appelé frein parachute, stoppant la cabine et assurant la sécurité des personnes en cas de rupture du câble. Vous constatez que Elisha Otis n'est nullement l'inventeur de l'ascenseur, mais il a amélioré un système inventé à l'origine, qui était le monte charge, par l'inventeur noir égyptien Ctesibios. Passons maintenant à un autre sujet, le cubisme. Alors, vous voyez déjà les demoiselles d'Avignon, la femme qui pleure. Alors, le cubisme est désigné par les Européens comme l'un des grands mouvements modernes du premier quart du XXe siècle. Élaboré sous l'influence de Cézanne par Pablo Picasso et Georges Braque en première ligne. Cependant, le cubisme a été emprunté à l'art nègre de tribus de pays d'Afrique comme la Tanzanie, le Cameroun par les peintres Braque et Picasso. Picasso disait, l'art nègre connaît pas, mais dans son atelier, il avait des statues d'Afrique. Ces tableaux, comme les demoiselles d'Avignon que nous voyons, la dame qui pleure, la femme qui pleure, reflètent cet art copié auprès de cette tribu. Voilà encore un accaparement de nos arts par les Leucoliens. Accaparement de nos arts par les Leucoliens. Accaparement de nos arts par les Leucoliens. Je continue. La science sur l'inconscient, la psyché, a été découverte en ancienne Égypte et était appelée eau primitive de Nun. D'ailleurs, les psychiatres allemands, dont Carl Jung, Freud, s'en sont inspirés pour leur pratique de la psychanalyse. En outre, le mot grec psyché est dérivé du vocabulaire de l'ancienne Égypte qui est sous l'âme. En réalité, cette science médicale africaine est ou carrément ignorée ou grandement déformée, ridiculisée ou considérée comme de la superstition primitive ou même de la magie noire par les Occidentaux. Mais ils s'en sont inspirés malgré tout pour la pratique de leur psychanalyse. Continuons. Beaucoup de techniques de bien-être et de santé vieilles de plusieurs millénaires sont de plus en plus copiées par les leucodiens parce qu'ils ont non seulement remarqué leurs bienfaits, mais elles sont aussi un moyen pour eux, toujours à la recherche de profit, de se faire de l'argent. Ces techniques sont connues et pratiquées souvent par de grands maîtres en Inde. Les leucodiens se déplacent en Inde, prennent contact avec ces maîtres qui les enseignent et de retour en Occident, les adaptent aux problèmes qu'ils veulent traiter et s'en posent les inventeurs en leur donnant un nom. Avec cette technique apprise auprès de maîtres en Inde, ils font des livres qu'ils interdisent de copier, publier, exploiter sous peine de poursuites judiciaires. Ils créent des droits d'auteur, tous droits réservés, des marques qu'ils protègent judiciairement. Exemple, Convention de Berne, par la Convention de Berne. Nous savons que des techniques nommées ostéopathie, kinésiologie, theta healing, etc. ont leur source en Asie.
Ils n'hésitent pas à diffuser ces thérapies dans ces mêmes pays d'où ils les ont apprises. Même la création de la restauration fast-food, la fast-food vient d'une femme noire cuisinière sur un restaurateur blanc dont l'enseigne était KFC, Kentucky Fried Chicken, dans l'État du Utah aux USA en 1958. C'est elle qui lui donna cette idée de restauration rapide. Le blanc s'enrichit avec ce procédé et la pauvre servante ne reçut qu'une misérable rémunération financière. Voyons maintenant invention des armes, autre invention. Autre invention. La montée de l'Europe luco-moderne était avant tout financée par la traite négrière transatlantique qui, à son tour, finançait la révolution industrielle européenne. Avant la révolution industrielle en Europe, tous les progrès technologiques découlaient du croissant de la connaissance qui était l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, principalement l'Inde et la Chine. Ce sont des inventions et des technologies issues de ces anciennes cultures noires, parce que c'était des Noirs, en Égypte, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, qui habitaient là, qui ont été les premiers habitants et qui ont aussi apporté toutes les inventions. Alors, ce sont les inventions et les technologies issues de ces anciennes cultures noires et anciennement noires que les Blancs d'Europe ont été en mesure de copier, d'adapter à leurs besoins et d'utiliser pour poursuivre leur expansion. Les plus importantes de ces inventions et technologies pour les Européens blancs étaient le moteur à vapeur. La locomotive à vapeur alimentait les usines et les transports de l'Europe. Alors, je disais le moteur à vapeur. Alors, vers 60 après Jésus-Christ, le héros d'Alexandrie, égyptien, a inventé le premier moteur à vapeur. Son appareil à vapeur s'appelait l'éolipile. Il a également inventé le windmill, la roue avant, le windmill, le moulin à vent, qui était également très important pour l'économie européenne. Le moteur à vapeur a été copié et réinventé en 1827 par Jacob Perkins. Donc, Jacob Perkins n'a rien inventé. Le moulin à vent, inventé par l'Égyptien, le héros d'Alexandrie, les machines des éoliennes ont été adaptées pour fournir de l'énergie à de nombreux besoins industriels et agricoles, autres que la moulure du grain. La majorité des éoliennes modernes se présentent sous la forme d'éoliennes utilisées pour produire de l'électricité ou de pompes à vent pour pomper de l'eau, que ce soit pour le drainage des terres ou pour l'extraction des eaux souterraines. Maintenant, passons au fusil. Le fusil, l'arme à feu confère aux albinos ou blancs, c'est pareil, de l'Europe, un avantage en matière d'armes qui provoque chez la partie adverse de lourdes pertes. Le premier fusil a été inventé par un Égyptien et utilisé par les occupants turcophones, les Mamelouks, contre les Moghuls lors de la bataille de 1260 d'Injalut. Ces canons ont par la suite été décrits dans des manuels chimiques et militaires arabes au début des années 1300. La poudre à canon. La Chine et l'Inde avaient tous deux de la poudre à canon au IXe siècle. Concernant son invention, elle provenait d'Égypte. Les prêtres égyptiens utilisaient le salpêtre lors de leurs rituels dans leur temple, Ils le brûlaient et en se consumant, ils pétaient. Lors de l'invasion de l'Égypte vers moins 525 avant Jésus-Christ par les Perses, les prêtres sont partis avec leur savoir pour le porter en Inde, dans la vallée de l'Indus. Et c'est de là qu'elle s'est répandue en Chine. Les Européens, lorsqu'ils sont venus en Chine avec Marco Polo, ont découvert cette poudre à canon que les Chinois utilisaient pour faire des feux d'artifice. Ils se sont emparés pour faire des armes mortelles afin
d'éliminer les autres peuples. Vous voyez bien que ce peuple moderne ne connaît que la violence. Et tout ce qu'il sait faire, c'est copier, créer, non, mais copier. Voilà. Et la violence. Alors, grâce aux revenus tirés du commerce des esclaves et de la révolution industrielle, qui a été de 1760 à 1840 environ, les Européens blancs ont été en mesure de lancer une course à l'armement qui a permis de développer et de fabriquer des armes encore plus perfectionnées. Alors, je vais m'arrêter par ici, parce que 30 minutes, on va s'arrêter ici, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vais continuer tout à l'heure avec une autre vidéo.